Donc Marceau, je vais vous présenter un petit webinaire aujourd'hui sur l'origine des faux goûts de la bière et les axes de maîtrise. Donc d'abord une mini présentation de Brasseur de France que va vous faire Élise. Oui, donc bon, vous la connaissez, c'est traditionnel. Donc une toute petite présentation rapide de Brasseurs de France. Donc on est un syndicat depuis 1878 qui représente l'ensemble des brasseries françaises. À date, on a 440 adhérents nos services sont de défendre, fédérer et promouvoir la filière brassicole. Notre équipe et la répartition en nombre d'hectolitres de nos adhérents. Et Ok, Marceau, je te laisse la parole. ça marche, je reprends la main. Donc IBM, une slide que vous avez déjà dû voir lors des webinaires précédents. Donc l'IFBM, que veut dire cet acronyme? Donc c'est l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Donc c'est un institut indépendant qui, à la volonté des différents acteurs de la filière, tant sur la brasserie que sur la malterie, a vu le jour en 1962, à la fin de l'école de brasserie qui existait d'ores et déjà avant sur le site de Vendeuvre où on est basé. Donc en 94, il y a eu le groupe Caltech a été créé également pour IFBM afin de proposer de l'analyse pour tout ce qui est secteur agroalimentaire et notamment pour la filière orge, le malte bière. Donc on a un catalogue de prestations relativement varié. Donc on va faire à la fois de la formation, donc tout le niveau en brasserie, en malterie, également aujourd'hui sur les softs, sur les boissons sans alcool. On propose également, donc, via justement Caltech, des analyses sur la matière première et la bière, donc analyse physico-chimique, microbio, de la R&D, donc formulation de recettes, également de la recherche un peu plus fondamentale sur l'intérêt, par exemple, de certains acides aminés, et d'autres, on va dire, un petit peu pratico-pratique et relativement intéressant, par exemple l'effet terroir du houblon qui peut être cultivé ne serait-ce qu'en France. On propose également de l'audit et par rapport à ce qu'on verra aujourd'hui, donc au sein de nos laboratoires Caltech, je vous ai parlé de l'analyse physico-chimique, microbio, mais on peut faire également de l'analyse sensorielle. Voilà ici tout un panorama des brasseries qu'on a pu accompagner. Donc ça peut être justement sur de la formation, sur de l'audit, mais également, pourquoi pas, au départ, sur du brassage à façon, une prestation qu'on propose également sur notre site de Vendeuvre. Donc le sujet aujourd'hui, donc ça va être les différents faux goûts. Donc on en parlera, on verra les faux goûts qu'on va appeler fermentaires, faux goûts liés à des contaminations potentiellement microbio au sein de notre brasserie, faux goûts liés à des process de fabrication et également les faux goûts liés au vieillissement. On essaiera de voir bien sûr du coup leur origine et les axes de maîtrise de ces différents faux goûts qui impacteront pardon, la qualité de votre produit fini. Mais en amont, je trouvais ça intéressant de faire un petit chapitre, on va dire, sur l'analyse sensorielle, qui finalement aujourd'hui, l'expression des sens, est bien souvent notre seul outil de mesure à l'échelle d'une brasserie artisanale pour justement se rendre compte de la présence de faux goûts et derrière essayer d'interpréter et de retrouver son origine. Donc, qu'est-ce que l'analyse sensorielle? Donc, l'analyse sensorielle, c'est une discipline scientifique qui va nous permettre d'évaluer les caractéristiques organoleptiques d'un produit en faisant appel au sens humain, donc la vue, l'odorat, le goût, Ok. le toucher, parfois l'ouïe. Et l'objectif principal sera donc de mesurer, de décrire, comparer les qualités perçues d'un produit de manière objective, bien que les perceptions soient naturellement subjectives. L'homme, dans le cas de l'analyse senso, étant le seul instrument de mesure. On retrouvera donc cette approche dans de nombreux secteurs, donc de nombreux secteurs industriels comme la cosmétique par exemple, la pharmacie et pour nous ce qui nous concerne davantage, l'agroalimentaire. Donc là en brasserie, l'analyse sensorielle, ce sera un outil, on va dire, relativement indispensable pour nous permettre d'assurer la qualité des bières produites, mais également pour nous permettre d'améliorer nos produits en fonction des différentes attentes du consommateur. Donc, cette analyse sensorielle, elle peut intervenir à différents niveaux au niveau de la chaîne de production. Donc, d'ores et déjà, on va dire, pour contrôler un petit peu les matières premières, donc que ce soit le malt, le houblon. Ça peut intervenir par la suite au niveau du mou,
de la bière dans un objectif de détecter des défauts potentiels, de comparer différents lots ou de tester pardon, l'influence de nouveaux process. L'analyse sensorielle sera également un très bon moyen pour nous permettre de rechercher, de garantir une homogénéité des produits d'un lot à un autre quand on veut se mettre à fidéliser une gamme permanente au niveau de notre bière, au niveau de notre brasserie, pardon. Donc par rapport au petit tableau de droite, donc à la manière de la dégustation du vin, un petit peu, les sens les plus sollicités lors de l'évaluation sensorielle en brasserie seront d'abord la vue, qui nous permettra d'analyser la couleur, la limpidité, l'effervescence également, et on va dire l'aspect général également de la boisson. Donc, si vous souhaitez mettre en place de l'analyse sensorielle, voilà, vous n'allez pas servir la bière dans un verre pardon, complètement opaque. La vue aura vraiment une importance fondamentale et si vous avez déjà participé à des concours comme le concours général agricole ou autre, c'est bien servi dans les verres transparents et si possible des verres à pied adaptés à la dégustation de la bière. Ensuite, l'odorat, bien sûr, qui nous permettra d'identifier les arômes principaux, voilà, que ce soit apporté par le malt, par le houblon, identifier également de potentiels esters liés à la fermentation et donc l'activité de la levure, mais également, bien sûr, les défauts. Le goût, qui sera bien sûr essentiel lui aussi, qui nous permettra de distinguer les différentes saveurs perçues. Donc, parmi les saveurs, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, c'est bien sûr le sucré, l'amer, le salé. On aura également le côté umami, donc qui peut, on va dire, faire référence au côté soyeux et également exprimer l'astringence de notre produit. Enfin, le toucher, on parlera plus, nous, de sensations en bouche qui nous donnera justement des indications sur ce qui va être la texture. Donc, par exemple, dans une NEIPA, où on aura utilisé du flocon d'avoine pour apporter un petit peu ce côté onctueux, le corps et également, on va dire, l'effervescence de la bière. Donc en brasserie, l'analyse sensorielle va répondre à plusieurs objectifs qu'on a pu déjà d'ores et déjà un petit peu les présenter. Donc ça va nous permettre à nouveau de contrôler la qualité des produits finis, détecter d'éventuelles contaminations microbiennes ou des erreurs de process qui auraient pu en avoir un impact direct et altérer la qualité de la bière. L'analyse sensorielle sera également essentielle dans le développement de nouveaux produits, donc vous permettre d'évaluer des modifications apportées par de nouveaux ingrédients, nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, par exemple de fermentation, si vous avez switché, vous avez changé votre levure, mais également de nouvelles techniques de brassage, si vous avez modifié, par exemple, vos différents paliers de température ou autres. Par ailleurs, ça peut servir d'un bon moyen de benchmarking pour vous permettre de comparer votre produit par rapport à d'autres standards, d'autres références ou des produits concurrents ou qui vous plaisent que vous pourrez retrouver également sur le marché de la bière. Donc la mise en place de l'analyse sensorielle est relativement efficace et passe par également l'adoption donc de quelque chose de relativement, on va dire, cadré et de protocoles plus ou moins standardisés. Donc, il convient notamment d'établir des fiches de dégustation précises, adaptées au contrôle et contrôler pardon, rigoureusement vos conditions de dégustation. Donc, par exemple, avoir une pièce qui soit relativement profilée pour ça. Donc, on ne va pas vous demander, comme on peut avoir ici chez à IFBM, à Caltech, d'avoir un espace cloisonné par chacun des panélistes, mais essayer de garantir voilà, un environnement avec une bonne température du moins de service, un environnement relativement agréable. Essayer qu'il n'y ait pas de biais également au niveau de la dégustation de chacun des panélistes. Et essayer d'organiser donc des sessions relativement régulières pour assurer une évaluation continue à la fois de vos produits, mais également on va dire, mise en exergue des connaissances et on va dire, du, pro- du, du côté jury de vos différents opérateurs qui seraient amenés à participer à ces dégustations. Finalement, leur faire des formations régulières, faire des panels réguliers, ça permet de toujours les conserver, on va conserver leurs connaissances et leur expérience, on va dire, fiable. Donc les paniers, justement, ils peuvent être internes, donc comme voilà, les différents opérateurs, les différentes personnes qui travaillent à la brasserie, donc brasseurs, assistants brasseurs, mais également les personnes qui seraient plus positionnées sur la voie, on va dire, commerciale, administration des ventes ou autres. Comme ça peut être également vous consommateurs, vous pouvez profiter lorsque vous organisez par exemple un TTO ou si vous avez la chance d'avoir une taproom,
de essayer de finalement recueillir les avis de vos consommateurs directs sur le produit, et notamment dans leur cas sur l'acceptabilité globale du produit. Donc voilà, et concernant bah, l'expertise à nouveau de votre panel, si vous souhaitez vous entraîner, vous retrouverez en conclusion de ce diaporama, je vous ai mis un lien vers un fournisseur de capsules de Fugu. Donc c'est jamais les meilleures dégustations, mais ça permet tout du moins de s'entraîner et de rester à niveau. C'est des choses qu'on organise ici chez nous à IFBM. Et voilà, donc vous aurez le contact de ce fournisseur de capsules pour vous entraîner, on va dire de manière relativement régulière au sein de votre brasserie. Donc, pour mener à bien l'analyse sensorielle, plusieurs types de tests peuvent être utilisés. Donc ici, je vous ai mis un exemple, il y en aura un second sur la slide d'après. Donc celui-ci, on l'appelle le profil sensoriel, qui est un des tests un petit peu d'analyse sensorielle le plus complet, qui va consister qui consiste à décrire de manière qualitative et quantitative l'ensemble des caractéristiques sensorielles d'un produit. Donc ici, vous avez des exemples avec l'intensité du goût, l'intensité de l'odeur, si on ressent ou non le côté astringent. À vous un petit peu de voir les critères, les adjectifs que vous souhaitez mettre en exergue ou évaluer auprès de votre panel. Donc cette méthode, elle repose normalement essentiellement sur un panel relativement formé et entraîné, qui serait capable justement de noter les différents attributs sensoriels que vous souhaitez analyser. Donc voilà, l'avantage de ce test, c'est qu'il est relativement rapide à faire si vous avez les bons panélistes en face de vous, et qu'il permet voilà, d'avoir une description relativement détaillée finalement de votre produit à nouveau en fonction des attributs que vous souhaitez évaluer. Un autre test que je peux vous proposer qui va être plus cette fois-ci discriminatif et qui a pour objectif de comparer deux lots différents. Donc c'est le test triangulaire. Donc pareil, qui est relativement simple et rapide, qui vise à déterminer donc s'il y a une différence perceptible qui existe entre deux échantillons, au départ, on va dire relativement proches. Donc, pour cela, l'objectif, c'est qu'on va présenter trois échantillons anonymisés avec des codes du coup différents, des codes à trois chiffres. Deux de ces échantillons seront issus du même produit au départ, et le dernier échantillon, lui, sera différent du produit originel. Derrière, le panéliste, son objectif, ce sera d'identifier l'échantillon qui se distingue des autres. Donc ce test, il a l'avantage d'être relativement facile à mettre en œuvre, peu coûteux, d'offrir bien souvent des statistiques facilement interprétables, et pour le coup, qui peut être réalisé, on va dire, auprès de panélistes qu'on va caractériser, pardon, de naïfs. Donc déjà une petite conclusion, on va dire, intermédiaire sur cette notion de l'analyse sensorielle que je souhaitais un petit peu introduire avec vous aujourd'hui. Donc pour que l'analyse sensorielle soit efficace, comme je vous l'ai dit, on va essayer de garantir certaines bonnes pratiques. Donc déjà essayer de standardiser plus ou moins les conditions de dégustation, donc d'une séance à l'autre, en contrôlant par exemple également la température de la bière. Donc essayer de toujours la servir voilà, fraîche, tempérée, mais finalement dans les mêmes conditions d'un échantillonnage à l'autre. L'éclairage de la pièce peut avoir également une influence. Essayer que les panélistes soient en amont plus ou moins formés selon le test que vous êtes amené à faire, que ce soit pour reconnaître des arômes spécifiques de la bière ou d'autant plus, on va dire, complexe quand il faut identifier des défauts et surtout mettre des noms sur ces défauts, qui est souvent la chose la plus difficile. Donc voilà, donc on va vous conseiller, si vous souhaitez le mettre en place, d'organiser régulièrement des séances de dégustation en conservant finalement ces conditions standards propres à l'analyse sensorielle. On va essayer, comme je vous l'ai dit, également d'éviter l'influence des biais. Donc, il faut fausser les résultats. Donc, il ne faut pas que les différents panélistes ils aient la possibilité d'échanger au cours de la dégustation, au risque finalement d'influencer les opinions de chacun durant la séance de dégustation. Un point qui est également important, c'est qu'on ne peut pas être juge des parties. Il faudra désigner un organisateur finalement de la séance, mais cette personne-là ne pourra pas, bien sûr, y participer. Donc voilà, donc de manière générale, l'analyse sensorielle est un outil très intéressant pour vous permettre à la fois de garantir la qualité de votre produit, l'uniformité également de l'ensemble de vos bières produites, à nouveau notamment quand vous cherchez à fidéliser vos clients sur une gamme permanente. Elle va vous permettre à nouveau également d'innover et d'améliorer des recettes
pour essayer d'offrir derrière à vos consommateurs un produit de qualité. Ok, donc apparaît cette petite introduction, on va dire, sur l'analyse sensorielle. On va venir justement aux différents faux goûts. Donc un faux goût, ça va être bien sûr perçu comme un défaut. Il en existe toute une liste ici non exhaustive. Donc on veut parler de défaut de carbonatation, de la mousse, d'un trouble relativement excessif, à nouveau la texture, la couleur également. Tout ça, ce sont un petit peu des imperfections par rapport aux produits que l'on veut mettre sur le marché. Et nous, donc, à nouveau, aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à une liste, pareil, non exhaustive, hein. Je ne vous ai pas fait un catalogue avec l'ensemble des faux goûts, mais finalement, ceux qu'on est amené à retrouver le plus souvent dans différents produits bières. Donc, on va commencer par la catégorie faux goûts fermentaires. Euh, et notamment, donc ici, vous avez un petit graphique concernant le métabolisme de la levure. Donc, de manière un petit peu vulgarisée, souvent on vous dit que la levure, si vous lui fournissez un milieu comme du mou de bière, donc qui va être riche en sucre, qui va être riche en acides aminés essentiels pour lui permettre une bonne nutrition, une nutrition azotée, votre levure, qu'est-ce qu'elle va être capable de vous produire derrière? Elle va vous faire de l'alcool et du CO2, ce qui sont deux propriétés fondamentales finalement du produit bière. Mais bien sûr, également, derrière, elle va être susceptible de vous sortir une sorte de liste également non exhaustive de composés aromatiques, parmi lesquels des alcools supérieurs, des esters, des composés phénoliques, mais également des fois des composés beaucoup moins désirés, comme des composés soufrés, type ici l'H2S, les sulfites, également des composés type le diacétyl. Donc voilà, donc tous ces composés, ce sera au brasseur d'essayer de le maîtriser. Donc on voit un petit peu des fois dans de la littérature qui vulgarise bien sûr le process de fabrication de la bière. On voit souvent le brasseur fabrique du mou et derrière c'est finalement la levure qui va fabriquer de la bière. Attention, votre levure, si vous la contrôlez pas minimum, vous n'essayez pas de la faire travailler dans certains standards, dans certaines plages, au niveau, on va dire, de la température, également de la pression que vous retenez dans vos fermenteurs si vous travaillez de manière isobarométrique, et ben finalement, il peut avoir des déviances. Donc une levure qui serait pourquoi pas toujours relativement fonctionnelle, qui fermenterait relativement bien, mais par contre avec un développement de précurseurs aromatiques relativement indésirables par rapport à ce que vous souhaitez dans votre produit final. Et notamment, on va parler de la température. La température, votre levure, elle ne travaillera jamais aussi bien que vous soyez avec une levure de fermentation basse ou une levure de fermentation haute, aux alentours des 30-35 degrés. Par contre, à nouveau, votre fermentation, ok, elle sera relativement rapide, mais derrière, vous aurez tout un panel de molécules aromatiques qui sont relativement indésirables, à moins que vous travaillez aujourd'hui avec les levures Gweig, qui sont justement plus ou moins profilées pour travailler à des températures hautes tout en ayant un développement aromatique, on va dire, relativement désirable. Mais attention, donc nous, ce qu'on peut que vous conseiller en tant que brasseur, c'est que finalement, quotidiennement, et j'essaye d'insister un petit peu sur ce côté quotidien, faire le suivi tout simplement de leur fermentation. Voir que la densité, voilà, chute en conséquence lorsque vous êtes en cours de la fermentation active, mais inversement, une fois peut-être que vous serez passé au cours de la phase de garde, que la densité soit stabilisée, au risque que si vous voyez une densité qui continue de chuter, bah, il puisse y avoir une contamination avec une levure diastatique. Le pH, idem, celui-ci devrait être amené à diminuer. Donc, une bière que vous allez entonner, vous serez autour d'un pH entre 5,2 et 5,4. L'objectif, c'est que fin de fermentation, vous soyez à un pH, quand on n'est pas sur une bière type sour, autour des, on va dire, entre 4,1 et 4,4 également. Idem, vous observez un pH qui diminue parce que vous le contrôlez encore au cours de la garde, bah, ce sera déjà un premier levier avant même de faire des analyses microbiologiques pour vous dire qu'il y a potentiellement une contamination par des bactéries acidifiantes. La température, à nouveau, si vous avez des tanks qui sont en garde, des tanks que vous régulez au niveau de la fermentation, et qu'on est en plein mois de juillet ou mois d'août qui fait 35 degrés, il se peut que votre groupe glycol finalement ait du mal à réguler et refroidir l'ensemble de vos fermenteurs. Donc c'est jamais une mauvaise idée d'aller regarder quotidiennement que la température au cours de la fermentation finalement ne soit pas trop haute si le groupe glycol se serait mis en défaut. Et si malheureusement ça arrive, de pouvoir agir relativement rapidement par votre suivi, par votre suivi régulier au niveau de la température de votre fermenteur. Et enfin, idem la pression, on l'évoquera, la pression, la conservation du CO2 dans le fermenteur. Donc bien sûr, ça contribuera à carbonater progressivement votre produit.
Bon, on verra que si vous cherchez à maintenir cette pression, on va dire de manière trop prématurée dès les premières heures de la fermentation, bah, ça peut un petit peu avoir un biais à la fois sur la santé de votre levure, mais également du coup derrière sur son métabolisme aromatique et potentiellement développer des arômes indésirables. Donc, premier faux goût donc, qu'on va essayer de développer, donc, ça va être le diacétyl, donc, qui va être un composé chimique du groupe des cétones, produit naturellement par la levure lors de la fermentation. Donc, on retrouve ce composé organique notamment dans le beurre, la crème fraîche ou d'autres boissons fermentées, le vin, type le vin également. Donc, sa présence dans la bière, elle est souvent synonyme, bien sûr, de faux goût, et comme illustré, donc ça donnera une sorte d'odeur un petit peu de beurre, mais également des fois un petit peu de caramel. Donc au cours de la fermentation, la levure le produit naturellement par son métabolisme, un précurseur imperceptible du diacétyl, donc qui est illustré ici sur le schéma, et notamment complètement à gauche de ce schéma, qui va être l'alpha-acétolactate. Donc en fermentation haute, ce précurseur, finalement, il va se transformer rapidement en diacétyl pendant la fermentation active, diacétyl que derrière la levure ne va pas tarder à réabsorber et transformé sans même que l'on s'en rende compte. Et donc, on ne retrouvera finalement plus de faux goût, parce que cet acétolactate transformé en diacétyl sera derrière redégradé en 2,3-butanediol, qui est également un précurseur, on va dire, aromatique qui donne des notes beurrées, mais qui, à l'échelle humaine, est beaucoup moins perceptible par rapport au côté diacétyl. Par contre, en fermentation basse, la température est trop faible pour que les précurseurs, l'alpha-acétolactate, soient capables de former du diacétyl. Le problème, c'est que derrière, par la conservation de la bière ou autre, bah, ce précurseur pourrait donc, à des températures plus importantes, se retransformer en diacétyl. Sauf qu'à ce stade-là, si la levure a été éliminée ou finalement a sédimenté parce que plus trop de matière nutritive, eh ben, elle ne pourra plus être reconsommée et on retrouvera donc dans notre produit des faux goûts beurrés. Donc finalement, on va chercher à retransformer ce précurseur de faux goût dès la phase de fermentation. Donc, dans le cas d'une fermentation basse, on essaiera après 3 à 4 jours de fermentation active, dépendant un petit peu de votre cinétique de fermentation, de laisser progresser, de resetter la température de votre fermenteur de plus 2 ou plus 3 degrés par rapport à votre température de fermentation initiale pour finalement laisser les levures travailler, produire de l'ATP, donc remonter en température, et forcer ainsi les précurseurs, donc l'alpha-acétolactate, à se transformer en diacétyl, et laisser derrière la levure, encore au cours de la fermentation, reconsommer ce composé indésirable que sera le diacétyl, et donc laisser disparaître finalement ce faux goût beurré. Donc justement, donc pour maîtriser ce fourre, donc on vient de l'évoquer, lorsque vous êtes en fermentation haute, il n'y aura pas forcément d'axe de maîtrise à faire, ça devrait se faire sans que vous ne vous en rendiez compte, pardon. Par contre, si vous faites de la fermentation basse, ne pas oublier, après à nouveau 2 3 jours, de laisser monter de 2 3 degrés la température de votre bière actuellement en fermentation pour participer à la reconsommation finalement de ce faux goût. Une garde un peu longue, si malheureusement le diacétyl est encore présent dans votre bière une fois que vous la mettez en garde froide, une garde longue, donc supérieure à 10 jours, pardon, pourrait participer à réduire la présence de ce faux goût. Il existe également une enzyme exogène, donc l'alpha-acétolactate décarboxylase, qui va tout simplement empêcher la formation du précurseur de diacétyl et donc par la suite éviter la formation du diacétyl dans votre produit. Autre faux goût fermentaire, le côté acétaldéhyde. Donc la caractéristique de l'acétaldéhyde, c'est une odeur qui fait penser un petit peu à un côté pomme verte. Donc ce goût il va provenir d'un complexe chimique intermédiaire à la formation de l'alcool que la levure transformera justement ensuite en éthanol. Donc certaines souches de levure, finalement tout comme le diacétyl, comme beaucoup de faux goûts, bah, seront plus ou moins amènes de produire plus ou moins d'acétaldéhyde que d'autres. Comme pour le diacétyl, finalement, une phase de maturation, ou ce qu'on appelle garde chaude, sera relativement bénéfique et permettra donc de stimuler la formation et donc la synthèse d'acétaldéhyde, mais aussi la synthèse d'alcool déshydrogénase, qui est une enzyme produite par la levure et qui sera responsable de la réduction de l'acétaldéhyde en éthanol. Donc finalement, c'est un petit peu ce faux goût acétaldéhyde, c'est comme pour le diacétyl, il sera relativement facilement réduit
lorsque vous passerez par une phase de maturation ou de garde chaude, notamment si vous faites des lagers, à nouveau dans le cas d'une ale. Finalement, ce faux goût sera amené à disparaître sans que vous ayez besoin de toucher à vos températures de fermentation si vous fermentez d'ores et déjà à des températures relativement importantes, pardon, propres à la fermentation, propre à la fermentation haute. Il est également pas rare que chez certains brasseurs, on rajoute un petit peu de zinc, donc aux alentours de 0,2 de 0,2 ppm dans le mou, les zincs ayant tendance à favoriser un petit peu l'activité de cette enzyme, justement de l'alcool déshydrogénase. Autre faux goût bien connu, donc ça va être le sulfure d'hydrogène. Donc c'est une odeur soufrée qui peut des fois se dégager de la bière en fermentation et également malheureusement de la bière au moment de la déguste après qu'elle ait pu être conditionnée. Donc c'est une odeur parfois vraiment pas agréable, hein, d'œuf, on va dire un peu d'œuf pourri, parfois d'égout, qui va également être plus ou moins, on va dire, produite par certaines souches de levure qui génèrent davantage de sulfure d'hydrogène pendant la fermentation. Donc, c'est quelque chose qu'on observera notamment lorsque la levure sera amenée à subir un stress pendant la fermentation, ou bien également lié à un phénomène d'autolyse où elle pourrait générer plus de sulfure d'hydrogène finalement que la norme. Donc la présence de soufre en excès peut également provenir d'une infection bactérienne, donc notamment Zimonas, qui est une sorte de bactérie acétique et qui des fois voilà, est responsable notamment de présence de ce faux goût voilà, de manière présent largement plus que la norme. Donc si vous avez souvent ce faux goût qui se dégage au niveau de de vos références de bière, ça serait à ce moment-là jamais une mauvaise idée finalement de faire une analyse de vos références pour vérifier qu'il n'y ait pas une contamination via cette bactérie acétique, qui a la particularité également Zimonas finalement de réussir à se développer dans un environnement sans présence d'oxygène, comparé, on va dire, à l'essentiel des bactéries acétiques qu'on peut retrouver. On voit également que c'est un seuil de détection qui est assez minime au niveau de ce faux goût. Donc dans des lagers, nous, on est amené à des fois le plus sentir. Ça peut avoir une propriété un petit peu rafraîchissante sur le produit bière, tout comme les blanches et les saisons, qui sont également souvent les bières où on ressent le plus ce faux goût et où ça peut participer également un petit peu à leur fraîcheur. Donc ce faux goût, il est également pour le coup très volatile. Justement, on a parlé des saisons l'année dernière avec certains de mes collègues. On a eu la chance d'aller au Lyon Beer Festival, donc plus en tant que touriste et pour déguster pas mal de bières. La saison était vraiment beaucoup représentée. Et c'était pas rare, comme on dit, à la dégustation finalement, d'avoir un premier nez avec ce genre de bière voilà, relativement fort d'un point de vue H2S, relativement perceptible, mais finalement à la manière d'un vin, comme si on le carafait, après avoir secoué un petit peu notre verre et finalement le laisser à l'air libre, on va dire, pendant ne serait-ce que 10 secondes. Voilà, ce fougou avait tendance à s'être volatilisé relativement rapidement. Donc sinon, pour malgré tout essayer de le maîtriser, outre à nouveau l'aspect de certaines souches plus ou moins productrices de ce fougou, on va vous conseiller donc de limiter le stress, donc notamment par rapport au maintien en pression de votre fermenteur, dans le cadre où vous avez des fermenteurs isobars. Vous avez un petit schéma qui vous illustre ici la procédure qu'on encourage et qu'on met en place ici à IFBM. Ça va être d'emprisonner le CO2 de manière progressive, histoire de un petit peu, on va dire, former la levure de manière non brutale à un environnement qui se veut de plus en plus récent, de plus en plus anaérobie, de plus en plus saturé en CO2. Donc souvent pendant les 24 premières heures de fermentation, on laissera finalement le fermenteur ou le bon donneur complètement ouvert. Donc on va laisser échapper complètement le CO2 et après 24 heures, on viendra fermer ce bon donneur de 0,5 bar pardon, en 0,5 bar tous les jours, histoire de voilà, fidéliser notre levure à ce maintien en pression de l'environnement. Quelque chose d'autre qu'on pourrait être amené à vous recommander, c'est limiter le stress lié au froid. Donc, j'en avais parlé en amont, votre levure, quand elle va se multiplier, quand elle va se mettre à consommer des sucres, des nutriments qui sont offerts par le mou de bière, elle va fabriquer de l'ATP. Qui dit qu'elle va fabriquer de l'ATP, elle va fabriquer de la chaleur. C'est pourquoi
vous également, vous cherchez à réguler la température de votre fermenteur. À nouveau, si vous ne régulez pas votre fermenteur, il pourrait très facilement monter aux alentours des 35 degrés et développer certains faux goûts. Donc nous, ce qu'on vous conseillerait par rapport à la température également, c'est que quand vous en tenez un brassin, essayez de l'entonner environ 2 degrés en dessous de la température de fermentation cible que vous cherchez à avoir lors de la fermentation active. Parce que si vous en tenez directement à la bonne température, bah, dès que la levure va se multiplier, finalement, il y aura production d'ATP et immédiatement et relativement tôt, elle va se prendre une régulation de froid en plein visage, ce qui va contribuer à la stresser. Donc le fait de lui donner un petit delta de 2 degrés, bah, ça sera toujours ça et toujours un stress en moins et moins prématuré par rapport à votre souche à votre souche de levure. Et enfin, autre chose, donc ce serait plus cette fois-ci donc lié au stress de la levure, mais notamment à l'autolyse. Quelque chose qu'on vous recommanderait, c'est également de faire une purge de levure après seulement 24 heures après l'ensemencement finalement de votre brassin. On ne sait jamais, même à partir d'une génération zéro commerciale, bah, il peut avoir une petite partie de vos cellules finalement qui sont mortes tout simplement, et donc qui sera amené à sédimenter très rapidement au niveau de votre fermenteur. Donc, ces cellules de levure, plutôt que les laisser, entre guillemets, se liser, autant les éliminer relativement rapidement de votre bière pour pas qu'ils participent à apporter des faux goûts. Donc, un faux goût type autolyse qu'on va voir tout de suite après, mais également qui pourrait finalement, ce phénomène d'autolyse, favoriser la sécrétion de H2S. Et enfin, il existe donc, oui, j'en ai parlé, donc des bactéries qui peuvent avoir une influence sur cet apport de côté soufré dans votre bière. Donc soyez vigilants sur l'hygiène dans votre brasserie de manière générale. Ça touche tout votre matériel, mais bien sûr dans le bloc froid, soyez vigilants que le côté contamination, acidification de votre mou, bah, ces comptas peuvent également avoir une influence sur un développement aromatique non désiré. Et justement, du coup, donc le faux goût d'autolyse, donc quelque chose personnellement que j'ai jamais trop perçu. Donc on va catégoriser un petit peu comme un faux goût type un petit peu bouillon de cube, viandox. Donc déjà, oui, pour illustrer d'abord l'autolyse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand la levure meurt, sa membrane, elle va être amenée un petit peu à se rompre et donc finalement libérer tout le contenu de la cellule. Et voilà, c'est ça qu'on appelle un petit peu le phénomène d'autolyse, et ce contenu serait amené à être digéré et métabolisé finalement par le reste des cellules de levure qui, elles, seraient vivantes. Donc voilà, ça peut avoir voilà, une mauvaise influence sur l'aromatique de votre produit. Donc là, on vous remet également donc là, un graphique concernant les purges de levure. Donc quand est-ce qu'on observera ce phénomène? Ce sera notamment lié à des problèmes de fermentation. Donc par exemple, une sédimentation un petit peu trop rapide de vos levures, donc tout simplement parce qu'elles étaient peut-être en mauvaise santé, lié également à des stress qui auraient pu avoir lieu en amont, donc à nouveau température, pression au sein de votre fermenteur. Une levure peu tolérante également à la fabrication de l'alcool et également à l'acidification du milieu, qui serait amenée à chuter et finalement à un phénomène d'autolyse qui aurait lieu de manière prématurée. Donc, comme illustré ici, donc la petite purge à 24 heures, qu'on vous recommande, 24 heures après ensemencement. Et bien sûr, là où il faut être relativement rigoureux, c'est une fois que vous allez claquer à froid votre fermenteur, que vous allez faire le cold crash, et essayer de faire des purges régulières. Donc nous, on vous conseillera une purge environ toutes les 48 heures pour éliminer finalement ces levures mortes, mais également participer à éliminer vos résidus de houblon dans le cas où vous avez fait des dry hopping assez conséquents au cours de la fermentation, qui aura également le bénéfice, ces purges fréquentes, de finalement limiter le temps de contact entre la partie verte du houblon et le mou de bière, et donc réduire le potentiel phénomène de hop creep, mais également de retrouver, de relarguer un petit peu une certaine forme d'astringence dans votre bière. Un autre faux goût lié un petit peu à la fermentation, ça va être le côté un petit peu dioxyde de soufre, qui est un composé produit naturellement par la levure pendant la fermentation de la bière. Donc sa présence en faible quantité, elle va contribuer finalement à la stabilité microbiologique et antioxydante de la bière. Mais attention, à des concentrations élevées, ça peut entraîner des arômes indésirables. Donc rappelant un petit peu le soufre, le côté notamment, on retrouve un petit peu un côté genre allumette ou effaceur.
Donc la production de dioxyde de soufre par la levure suit principalement la voie d'assimilation des sulfates, donc qui va impliquer dans cette voie le métabolisme d'acides aminés soufrés comme la méthionine ou la cystéine. Donc le sulfate, lui, sera naturellement présent au départ dans le mou et sera absorbé par différentes réactions chimiques spontanées ou enzymatiques par la levure et ça mènera à la formation de ces fameux sulfites. Donc certains paramètres qui peuvent influencer, mine de rien, la production de ces sulfites. Donc ça sera potentiellement la souche de levure à nouveau. Donc vous aurez des fois qui sont amenés à en produire plus ou moins que d'autres. La température de fermentation, ce qu'on est amené à observer, c'est que des températures basses également ont tendance à augmenter la production de sulfite. Des densités importantes, donc comme illustré dans le petit tableau ici, plus l'extrait est important, plus on aura tendance à avoir finalement une production de sulfite qui sera concordante et donc également relativement importante. Inversement, des niveaux d'oxygénation relativement faibles au début à l'entonnement vont avoir tendance à, on va dire, favoriser une production de sulfite importante. Donc attention, l'exemple inverse où on oxygène de manière relativement importante, autour des 20 ppm, avec une production de peu de sulfite, attention, 20 ppm, ça risque d'être une oxygénation qui soit beaucoup trop importante. Voilà, l'oxygénation qu'on vous conseille à l'échelle de la brasserie, c'est environ 1 ppm d'oxygène par degré plateau fermentescible. Si vous avez fait par exemple un mou à 12 degrés plateau et que vous savez que normalement ce mou il termine avec une densité finale à 2 degrés plateau, ça veut dire qu'il y a eu 10 degrés plateau fermentescible. Et dans ce cas-là, on vous conseillerait d'oxygéner votre mou aux alentours des 10 ppm. Donc voilà, un petit peu les points d'action qui peuvent avoir un impact sur la production de sulfite. Ça va être également le nombre de générations de votre levure. C'est quelque chose qu'on a observé où finalement, quand on cherche à faire du repitch, au-delà de certaines générations, et notamment comme écrit sur cette slide, au-delà de 6-7 générations, on aura tendance à avoir une levure finalement un petit peu plus, on va dire, sensible, un peu plus stressée, et donc qui aura tendance à métaboliser, produire davantage de sulfite. Attention, il existe une réelle réglementation concernant les sulfites euh, au niveau de la bière. Donc quand vous êtes inférieur à 10 ppm, vous n'avez aucune réglementation sur l'étiquetage à avoir. Par contre, entre 10 et 20 ppm, ça doit être mentionné sur votre packaging que votre bière contient des sulfites, tout simplement parce que les sulfites font partie de la liste positive des allergènes qui, au-delà de certains seuils, ou pour certains uniquement liés à leur présence, doit être formalisé et indiqué aux consommateurs. Attention, dans la bière, on est sur le décret bière est relativement rigoureux là-dessus. Au-delà de 20 ppm de sulfite, eh ben, c'est interdit dans le produit bière et donc votre produit est interdit à la vente. Donc attention, si vous avez le moindre doute, seule chose que je peux vous conseiller, c'est de faire une analyse pour être sûr que vous ne dépassiez pas ces seuils ou alors que vous êtes en dessous des 20 ppm, mais que vous êtes malgré tout au-delà de 10 et donc que vous devez le mentionner sur votre packaging. À nouveau, dans des conditions, on va dire, relativement standards, optimales, vous ne devriez pas dépasser, entre guillemets, les 10 ppm. Mais soyez notamment vigilants si vous faites du repitch sur plusieurs générations. Une pratique, par contre, qui pourrait être relativement positive pour réduire la production de sulfite, ça serait ce qu'on appelle le Drauflassen. Donc voilà, c'est un terme originaire d'Allemagne. Mais tout simplement, c'est quand vous empilez des brassins pour remplir un fermenteur. La production de sulfite va être également intimement liée finalement à un taux d'acide aminé en chute et donc une réserve nutritionnelle un peu plus faible pour la levure. Donc le fait de rapporter un nouveau brassin riche en acides aminés, bah, vous offrez un milieu plus adéquat pour votre levure et donc elle sera moins amenée à produire des sulfites. Donc, s'il vous faut 3 brassins pour remplir un fermenteur, c'est ce genre de pratique qui pourrait vous permettre finalement de diminuer naturellement la production des sulfites de manière métabolique par la levure. Les sulfites, donc, comme je vous l'ai dit, qui auront un impact relativement intéressant au départ parce que c'est naturellement des antioxydants. C'est pour ça que des fois, il y a également certains industriels ou même des plus petites brasseries artisanales qui sont amenés à utiliser des additifs sulfités pour avoir des propriétés antioxydantes toujours plus, toujours plus importantes. À ce moment-là, si vous rajoutez justement des sulfites
pour des questions de conservation, pour limiter l'oxydation de votre produit une fois qu'il est conditionné. Pour le coup, je vous recommande à nouveau de vraiment faire une analyse pour savoir réellement à quel taux vous êtes de manière résiduelle dans votre produit fini mis sur le marché. Fogouiller, cette fois-ci, il y a des contaminations microbiaux après avoir vu tout un ensemble de fougous qui peuvent être liés davantage au côté métabolique de la levure. Donc aujourd'hui, on va retrouver tout un catalogue de bières, notamment de bières acides, dans lesquelles on retrouvera toute une flore qui peut être plus ou moins variée, donc les sour beers, donc qui peuvent être faits de manière relativement maîtrisée par le principe du sour kettle, où l'objectif sera d'utiliser un ferment lactique au cours du bloc chaud. Après avoir fait travailler en conditions optimales ce ferment lactique et être arrivé à une acidité aux alentours des 3,5 de pH, vous passerez à l'ébullition pour éliminer notamment cette microflore lactique et derrière envoyer votre mou au niveau du bloc froid dans un environnement OK relativement acide, justement un pH de 3,5, mais finalement où il n'y a plus présence de ces bactéries lactiques et où derrière vous continuerez avec une levure de fermentation alcoolique de base. Donc, finalement, au bloc froid, vous serez dans un environnement propre où il n'y aura plus présence finalement de micro-organismes autres que votre levure Saccharomyces. Il existe aujourd'hui également des sortes de levures hybrides comme la Chancea, donc qui est la levure utilisée notamment dans les pitchs de Philly Sour proposés par l'allemand, qui est une levure hybride qui permet de faire à la fois fermentation lactique et fermentation alcoolique. Et cette levure est amenée à être relativement sensible. Donc dès que vous aurez fait des nettoyages, c'est une levure qui va très rapidement s'éliminer. On retrouve également aujourd'hui de nouveaux styles, des bières saison. Donc pareil, donc les différents fournisseurs de levure qui sont amenés aujourd'hui à vous fournir des pitchs propres à faire des bières qu'on dit saison. Souvent la souche originelle, ça sera une Saccharomyces cerevisiae, pardon, var diastaticus, qui est une levure, attention, qui est capable de consommer les dextrines, donc les sucres complexes. Donc attention, malheureusement, vous avez le risque derrière d'avoir des contaminations croisées parce que cette levure, elle est ensemencée directement au bloc froid. Donc si vous avez une mauvaise hygiène de vos fermenteurs, vous pourrez malheureusement avoir derrière des brassins qui n'avaient pas pour objectif de terminer à des densités relativement faibles, d'avoir un profil sec, mais qui malheureusement, via de la contamination croisée, on serait amené du coup à descendre très bas en densité, à être contaminé via cette souche. Et enfin, on retrouve aujourd'hui donc des bières, on va dire entre guillemets sauvages, donc qui peuvent être faites soit de manière spontanée, soit de manière hybride, avec l'utilisation donc de levures type Brettanomyces qui est amené à apporter des fois des arômes type cuir, écurie, un petit peu cheval, qui sur une bière conventionnelle, on va dire, serait typiquement des faux goûts. Donc attention, tous ces styles ici sont des styles relativement désirés, mais ce sont derrière des caractéristiques qu'on ne va pas chercher à retrouver lorsqu'on fait une bière standard, type une blonde, par exemple, ou une IPA. Donc on va plus parler de ces caractéristiques là dans ce support à titre de défaut. Donc d'abord l'acidité, qu'on va séparer un petit peu en deux, donc l'acide lactique, qui sera souvent lié à des formes de bactéries, parmi lesquelles on retrouvera Pediococcus, Lactobacillus, qui seront justement, elles, ces formes de bactéries responsables de l'acidité lactique en fermentant tout simplement des sucres simples dans des conditions anaérobies pour produire de l'acide lactique. L'inconvénient également de cette levure, malheureusement, donc, on l'a dit, c'est elles travaillent en conditions anaérobies. Donc, dans un fermenteur, on va essayer finalement d'avoir le moins d'oxygène possible fin fermentation. Elles sont capables, on va dire, de se développer dans cet environnement saturé en CO2, si bien sûr on les apporte, malheureusement, s'il y a une contamination via l'environnement ou via le matériel. Mais également, ce sont des bactéries qui sont relativement tolérantes à la fois au houblon, donc le houblon qui a des propriétés bactériostatiques, mais on va dire pas suffisamment strictes pour empêcher le développement des bactéries lactiques, mais elles seront également tolérantes à l'éthanol. Donc ces bières, ces contaminants, ces bactéries, bien sûr responsables de l'acidification comme on vient de l'évoquer, mais qui pourraient également faire apparaître dans votre bière un trouble et également être responsables de la formation de certains faux goûts. L'acide acétique, l'acide acétique qui pourrait être le produit
de l'action de certaines bactéries également. Donc cette fois-ci, ce serait plus acétobactères, gluconobactères, des bactéries acétiques qui, pour le coup, donc leur métabolisme, ça serait d'oxyder l'éthanol en présence cette fois-ci d'oxygène et donc de produire de l'acide acétique. Donc là, une contamination via une bactérie acétique, c'est un phénomène qui est beaucoup plus rare parce que on est essentiellement pour ces bactéries sur un environnement aérobie, donc avec présence d'oxygène. Là, il faudra être relativement vigilant. C'est notamment au moment de l'aération de votre mou au départ, bien ensemencer avec une levure conventionnelle qui permettra finalement un petit peu de prendre l'espace, de se développer dans votre milieu bière et donc d'empêcher, on va dire, le développement et la croissance de potentielles bactéries acétiques. Être également extrêmement vigilant si vous êtes amené à faire des transferts, tout simplement de bien inerter les fermenteurs ou les tanks de bière finie qui vont être amenés à réceptionner la bière pour éviter qu'il y ait de l'oxygène résiduel et donc à nouveau potentiellement une contamination via de la bactérie acétique. Donc voilà, être vigilant à nouveau donc, sur tout ce qui va être inertage et bien sûr hygiène. Donc s'il reste un tout petit peu de matière organique sous vos fermenteurs, après les avoir vidés, il peut y avoir facilement le développement de bactéries acétiques en surface de votre matériel et d'ailleurs qui pourront se propager dans votre brassin. Autre point important, donc malheureusement qui vous concerne indirectement, mais sur lequel vous avez bien souvent très peu de plans d'action, la contamination acétique, c'est une des contaminations qu'on va retrouver le plus souvent sur les lignes de tirage de bière dans les bars, de tirage de bière pression, où malheureusement vous avez de la bière qui va rester stagnante pendant un petit moment dans toute la tuyauterie, et malheureusement qui derrière sera complètement piquée, vinaigrée, une fois qu'elle sera servie au consommateur final. Donc ça, c'est un petit peu le fléau des brasseurs qui peuvent des fois faire une bière au top, mais qui malheureusement sera servie au consommateur complètement piquée. Et la seule personnification que fera le consommateur, ça sera personnifier la bière à l'image de la brasserie. Et ça sera malheureusement rarement le bar qui sera remis en cause, du moins à l'échelle du consommateur final de la bière. Le côté phénol également. Donc, ça peut être des odeurs, ces phénols, qui seraient décrites comme un petit peu typiques de la ferme, du cuir. Également un petit peu ce qu'on appelle funky, qui est plus, on va dire, un terme anglo-saxon, qui veut dire justement funky, et littéralement puant, quoi, entre guillemets. Donc ces arômes, donc c'est bien sûr tout cet ensemble d'arômes, c'est des phénols. On retrouvera également parmi ces phénols également le côté un petit peu clou de girofle qui sont produits. Donc plus on va dire les arômes un peu fermiers par certaines espèces de levures, donc notamment des levures sauvages type Brettanomyces. Donc on retrouve plusieurs brettes, donc des brettes bruxellensis, brettes lambicus, closeni, qui sont plus ou moins riches en 4-vinylguaiacol ou 4-éthylguaiacol, mais également certaines levures, donc notamment les Saccharomyces, qu'on va également retrouver sur des ferments commerciaux comme POF+. Donc POF+, c'est-à-dire Phenolic of Flower. Donc tout simplement, c'est des levures qui vont être capables de dégrader l'acide férulique en 4-vinylguaiacol, et donc ce 4-vinylguaiacol qui sera un précurseur, un phénol qui apportera des fois ce goût de clou de girofle qu'on va retrouver souvent dans des bières blanches ou des bières type saison. Pourquoi surtout dans ces bières-là? Parce qu'on sera amené notamment à utiliser un petit peu notamment du malt de blé, pourquoi pas. Et le blé étant davantage riche en acide férulique. C'est cet acide férulique qui derrière sera dégradé par les levures POF+. Donc l'orge est d'ores et déjà riche en acide férulique, mais le blé, on va dire d'autant plus. Donc voilà, si vous regardez votre levure de blanche, il y a de grandes chances que ce soit étiqueté qu'elle soit POF+, justement pour apporter bien souvent ces arômes, clou de girofle, en plus des esters exacerbés qu'elle serait capable d'apporter au cours de son métabolisme fermentaire. Mais voilà, attention, donc d'un point de vue faux goût, à nouveau, ces phénols qui peuvent être notamment apportés par des levures sauvages. Autre faux goût, cette fois-ci plus lié au processus de fabrication. Donc, un faux goût qui est bien connu, ça va être le DMS. Le DMS qui peut faire penser, donc diméthylsulfure, qui peut faire penser à des légumes cuits ou bien un petit peu à l'odeur du maïs en boîte. Donc
voilà, ça peut être assez violent, mais également plus ou moins apprécié selon certains pays. On sait qu'en Belgique, c'est un peu plus apprécié que ce n'est le cas en France. Donc le DMS, il va être produit pendant la cuisson du mou par la réduction d'un précurseur, le SMM, donc le S-méthylméthionine, qui est produit, lui, lors de la germination du grain pendant le maltage de l'orge. Le malt pils et les malt pale, ils vont avoir tendance à avoir des niveaux plus élevés que les maltes qui seraient plus fortement tourraillés, là où le PDMS aura du coup été davantage réduit par l'étape de tourraillage lors de la fabrication du malt. Donc là, derrière, le DMS, il va être produit de manière. Donc le précurseur de DMS va se transformer en DMS un petit peu de manière continue et naturelle lorsque le mou sera chauffé. Et il sera amené par contre à disparaître, à se volatiliser pendant la cuisson, pendant l'étape d'ébullition. Donc si c'est important en ce moment-là, donc c'est bien sûr au départ la qualité de votre malt, où on cherchera à avoir un malt avec un taux de précurseur de DMS inférieur à 5 mg, 5 mg par litre. Mais derrière, ce sera à l'étape d'ébullition. Il faudra chercher à avoir la meilleure vigueur possible et faire une durée d'ébullition d'au moins 1 heure pour réduire ce qu'on appelle la demi-vie du DMS et donc limiter le seuil de perception derrière de ce faux goût lors de la dégustation finale de votre bière. Faire attention également, pardon, à bien volatiliser ces vapeurs de DMS. Donc, soit participer à les éliminer via une cheminée, soit avoir un condenseur qui vous permet de les éliminer finalement à l'extérieur de la salle à brasser. Attention, pour ceux qui travaillent des fois sous capot fermé, je prends l'exemple typique avec un Brewmeister, sous capot fermé, ça va se volatiliser, sauf que ça va condenser contre le capot et derrière, les gouttes vont retomber directement dans la bière. Donc malgré une ébullition d'1 heure, vous aurez toujours une bière qui sera amenée à sentir le DMS. Donc soyez vigilants, si vous n'avez pas de cheminée mais uniquement un capot, enlevez le capot une fois que vous êtes vraiment à ébullition. Le temps de monter à ébullition, vous pouvez le laisser fermer histoire que ça chauffe de manière un peu plus rapide. Mais derrière, bien ouvrir le capot pour laisser volatiliser les différentes vapeurs de DMS. Et autre point de vigilance, ça va être sur l'étape notamment du whirlpool et du refroidissement qui suivront l'étape d'ébullition. Vous serez encore, normalement, au cours du whirlpool et dans votre mou qui sédimentera finalement au cours du bloc chaud lors du refroidissement, vous serez encore à des températures relativement importantes, des températures importantes qui seront suffisantes pour continuer à transformer le précurseur de DMS en DMS. Mais malheureusement, vous serez hors flamme, vous ne serez plus réellement à l'ébullition par contre. Vous allez transformer le précurseur de DMS en DMS, mais par contre, vous ne contribuerez pas réellement à volatiliser le DMS. Qu'au cours d'un whirlpool trop long ou d'un refroidissement trop long, finalement, vous contribuez à reproduire du DMS qui, cette fois-ci, ne sera pas éliminé. Donc attention, le whirlpool, une fois que vous avez créé le mouvement de vortex, pardon, c'est pas plus de 20 minutes de sédimentation. Et ensuite, le refroidissement de manière optimale, il ne faudrait pas que ça dépasse 3/4 d'heure. Après, bien sûr, c'est des questions de dimensionnement en fonction de votre échangeur à plaques, échangeur tubulaire ou autre. Mais c'est un petit peu des conditions optimales pour éviter d'avoir des seuils derrière de DMS retrouvés dans votre produit bière qui soit au-delà, on va dire, du seuil de perception et donc qui influence directement votre produit final. Sur pasteurisation, donc ça c'est un faux goût qu'on peut retrouver également dans certaines bières. Donc ça va notamment influencer la perte de fraîcheur. Donc perte de fraîcheur dit également perte de buvabilité, de pentabilité de votre produit. Et pour des bières un peu plus riches de manière aromatique, donc via du houblon, via l'utilisation comment dire, de matières d'origine végétale, si vous avez fait des infusions avec des fleurs ou autres ou des plantes, et vous risquez effectivement de perdre un petit peu cette aromatique relativement intéressante. Donc voilà, un petit peu un faux goût qu'on peut retrouver. Donc ça peut se sentir effectivement des fois sur des bières où on a souhaité mettre un petit peu ceinture bretelle, on les a pasteurisées de manière relativement forte par rapport à ce qui était nécessaire. Et donc effectivement, il y a eu une perte de fraîcheur qui a pu s'observer. On peut avoir également ce faux goût, on va dire, de circuit qui serait peut-être un peu plus désirable, qui peut également, des fois, être lié
à une ébullition plus longue. Donc si finalement vous faites pas une ébullition d'une heure, mais peut-être une ébullition d'une heure et demie, vous allez peut-être favoriser de la réaction de Maillard et donc avoir à nouveau des arômes un petit peu type brioché, caramel, un peu plus présents, mais qui dans ce cas-là à nouveau seraient davantage désirés plus que le résultat d'un faux goût. Idem pour une lager, on peut des fois être amené à faire une sorte de décoction à la manière de la Pilsner Urquell, c'est-à-dire entre la cuve de macération et la cuve de filtration, finalement transférer que 75% de la mèche et garder 25% de la mèche en cuve de macération où on va essayer de monter pas loin de l'ébullition pendant 10 minutes, un quart d'heure, histoire de la cuire un petit peu et de faire à nouveau ressortir des arômes voilà, plus briochés avant de retransférer ce dernier quart de mèche au niveau de la cuve de filtration. Mais ça, on sait plus vraiment sur un aspect désirable, contrairement à du faux goût qu'on pourrait observer via de la surpasteurisation. Enfin, dernier chapitre un petit peu concernant les faux goûts, plus lié cette fois-ci au vieillissement. Donc, j'ai déjà fait un webinaire fin d'année dernière pour Brasseurs de France, donc qui est en libre accès concernant le vieillissement et notamment l'oxydation de la bière. Donc ici, c'est une petite slide récapitulative, donc pour vous dire que effectivement, la bière, un de ses ennemis, ça va être l'oxygène. Donc on peut déjà avoir de l'oxydation qui aura lieu à chaud. Vous pourrez retrouver ça dans le webinaire d'ores et déjà réalisé, mais également bien sûr de l'oxydation à froid. Donc on essaiera d'être vigilant sur nos pratiques et malheureusement l'oxygène effectivement impactera la durée de vie de votre produit. À nouveau, vous allez pas contaminer vos différents clients, vos différents consommateurs finaux. Par contre, vous aurez vraiment une altération rapide de votre produit qui pourra impacter bah, forcément votre DDM et qui sera également intimement lié au style de bière que vous faites. Donc être vigilant des faux goûts liés à l'oxydation, finalement, il y en a autant qui existent de styles de bière. Donc là, je vous ai mis des exemples un petit peu grossiers, mais entre guillemets, la blonde, vous observerez déjà de manière visuelle des reflets un petit peu roses qui seraient amenés à apparaître, d'ailleurs comme sur une IPA, de manière encore plus prématurée même pour une IPA. Et ensuite, vous aurez complètement une perte de fraîcheur, des arômes un petit peu oxydés qui apparaîtront, enfin des arômes type des fois fromage, indésirables sur une IPA liée à l'oxydation du houblon. Voilà, goût un peu papier carton sur une blonde. Mais idem, même les bières maltées, donc très colorées, autant visuellement, l'impact sera peut-être moindre. Il y aura un léger foncissement, mais ça ne s'observera pas énormément. Par contre, idem, vous aurez des saveurs un petit peu madérisées qui seraient amenées à apparaître, on va dire, de manière plus rapide. Donc à nouveau, ça ne veut pas dire que votre, votre produit, pardon, sera mauvais, mais il ne sera plus forcément conforme par rapport à l'organoleptique du produit originel mis sur le marché. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus, notamment lors du webinaire, on parlait du bloc chaud et du bloc froid, mais notamment lors du bloc froid. Enfin, un autre faux goût, donc c'est celui qu'on appelle un petit peu le faux goût de lumière. Donc en fait, c'est intimement lié au houblon. Donc les acides isoalpha du houblon, ils vont être amenés ils seraient amenés à subir des réactions d'oxydation au cours du vieillissement via les UV qui se traduiront bah, par des saveurs désagréables de moufette et donc ce qu'on appelle également le goût de lumière, ouais, on dit moufette ou alors également un petit peu odeur de transpiration qu'on peut ressentir. Donc comment ça se passe? C'est la vitamine B2, la riboflavine, qui en gros va être excitée pardon, par la lumière visible, par les UV, et qui en gros va extraire un électron de la chaîne latérale des acides isoalpha, conduisant derrière à toute une série de réactions qui vont cliver cette chaîne latérale. Après une réaction avec un thiol contenant du soufre, il se formera alors un composé qu'on appelle le 3-MBT, le 3-méthyl de butène un thiol, qui apportera du coup ce faux goût. Donc aujourd'hui, il existe des solutions, on va dire, simples à mettre en place à l'échelle d'une brasserie artisanale. Donc, c'est-à-dire travailler tout simplement avec des bouteilles opaques, donc les bouteilles bien brunes, qui vous permettent de largement filtrer, de moins laisser passer la lumière du visible. Travailler pourquoi pas avec du suremballage. Donc quand en plus vous mettez vos bouteilles dans des cartons, ce risque est encore largement diminué. La canette en alu est un très bon isolant également, qui va permettre de bien faire effet barrière face aux UV.
Enfin, il existe des solutions raffinées du houblon qui s'appellent des extraits de houblon pré-isomérisés réduits, finalement, qui offrent une forme de résistance justement à ces UV. C'est pour ça que la fameuse marque qui est présente sur cette slide peut se permettre de conditionner, on va dire, sa bière dans une bouteille transparente parce qu'ils sont amenés à utiliser ce produit raffiné du houblon qui leur offre une certaine résistance et qui, en plus de résister aux UV, offre des avantages d'un point de vue stabilisation de la mousse et également qui permet, entre guillemets, de corriger les IBU en fonction du profil qu'on cible à la fin. Dernier fougou que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui, donc c'est le fougou plus métallique, donc celui-ci qu'on peut retrouver des fois, donc qui est très agréable, ouais, qui fait penser également à un côté un petit peu sang. Donc il peut être lié à plusieurs facteurs. Donc tout d'abord, on va dire être vigilant au niveau de la corrosion de vos installations. Donc l'inox, on croit souvent que c'est inoxydable, mais attention, ça peut mine de rien, vous avez une couche de chrome en surface qui peut relativement vite s'abîmer. Donc on vous conseille souvent de passer une fois par an ce qu'on appelle un nitrique pour faire un traitement de passivation. Donc reformer finalement votre couche d'acier inoxydable de manière uniforme sur votre matériel, notamment quand vous achetez du matériel neuf ou d'occasion. C'est toujours intéressant de passer un nitrique un peu plus concentré, entre 3 et 5 et pendant 1 heure sur vos installations pour garantir que voilà, derrière, elles ne soient pas corrodées et que ça n'ait pas également d'influence sur le profil aromatique de vos bières. Autre facteur qui peut être à l'origine, donc ça va être potentiellement votre roue de brassage, sa qualité. Si elle est trop riche en fer, si elle est riche en cuivre, bah, ça peut avoir bien sûr un impact derrière sur la qualité organoleptique de votre bière. Enfin, également, ce qu'on observe, c'est des fois les composés de Maillard, donc également les colorants caramel, ont tendance, lorsqu'ils vieillissent, à gagner, on va dire, en astringence et en plus que de l'astringence, finalement, apporter également une sorte de saveur un petit peu métallique au produit bière. Donc, c'est pour ça que, contrairement au vin, la bière n'est pas faite pour se conserver et se boire dans le temps, hormis certaines lambics ou autres. Mais sinon, une bière, même à nouveau avec des maltes relativement colorés, torréfiés et aromatiques, et bah derrière, elle sera amenée à un petit peu s'altérer par le vieillissement des composés de la réaction de Maillard. Et enfin, on observe également que des fois, certaines bières qui ont été filtrées par adjuvant, notamment via l'ukicelliure, ont tendance à avoir un petit goût également métallique. Donc voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon ici de ces nouveaux, de certains fougous. Donc, bien sûr, la liste est non exhaustive, il en existe d'autres. Vous pourrez facilement trouver d'autres renseignements si vous cherchez un petit peu sur Internet. Ce qu'on vous conseille, comme je vous l'ai dit, c'est essayer de mettre à votre échelle de l'analyse sensorielle en place. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit régulier, que ça soit relativement cadré. Et voilà, que c'est un réel objectif pour garantir que vos produits sont conformes en fonction de la DDM que vous avez fixée dessus. Essayez de maintenir l'entraînement des panélistes qui participeront à ces séances d'analyse sensorielle, donc via pourquoi pas la dégustation de certains faux goûts. Donc, comme promis, je vous ai mis ici le lien d'un fournisseur de capsules finalement prêt à l'emploi à verser directement dans une bière pour se familiariser avec la détection de faux goûts et vous verrez que c'est vraiment pas si simple que ça pour certains. Et voilà, mettre en place une biérothèque. On en a d'ores et déjà parlé sur le webinaire propre à l'oxydation, mais c'est quelque chose qui est ultra important pour vous permettre tout simplement de challenger vos différentes références et surtout vos différents lots pour voir déjà si vous êtes capable de reproduire 2 fois la même qualité de bière et si le vieillissement est similaire d'un lot à l'autre. Ce qui n'est des fois malheureusement pas chose simple, mais ce qui fait un petit peu tout l'aspect intéressant de la bière, c'est une matrice qui est très compliquée et des fois on s'en arrache les cheveux, mais ça reste intéressant, quoi. Euh, donc voilà, je vous encourage à essayer de mettre ça en place. Et puis voilà, j'en ai terminé. J'ai été une nouvelle fois un petit peu long. Donc je vous remercie pour votre attention